Salut, salut! Comme on se retrouve sur le café, c'est pour moi. Alors, ça fait bien 2 semaines, je pense, que j'ai pas posté de nouvel épisode. Sachez que vous m'avez manqué. J'espère que ce podcast vous trouve bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en santé. Pour ma part, ça va, tout roule. Donc, actuellement, on est dans le mois du Ramadan. J'en profite pour souhaiter à tous les auditeurs et auditrices musulmans un excellent mois de Ramadan. J'espère que tout se passe bien. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment un chit-chat avec Sarah. Donc toujours dans un allongé c'est pour moi. Il y a beaucoup d'invités de programmés qui vont arriver, je pense, pour le mois d'avril. Je pense que là vous allez beaucoup m'entendre seule. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui va englober un peu tout ce qui est inégalité finalement. Alors, comme vous le savez, donc moi je suis issue des cités de France, comme on dit. Je suis née dans une cité, je suis née dans une cité et j'ai grandi en province, donc dans une cité de province. Puis à 6 ans, j'ai déménagé en Île-de-France et j'ai grandi, j'ai été scolarisée, j'étais au collège, etc. Dans une cité de banlieue parisienne. Voilà. Donc c'est quelque chose que je connais bien, mais au-delà d'y avoir grandi, d'y avoir vécu, d'y avoir toujours une attache, parce qu'il y a encore 3 ans, j'y habitais encore, et j'ai toujours ma famille là-bas, j'y ai travaillé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'y ai travaillé, j'y ai apporté ma pierre à l'édifice, j'ai accompagné les familles, et notamment les enfants. En fait, j'avais dans un premier temps un travail, je pense que très connu, donc le boulot d'animateur. Sauf que dans ma ville, et particulièrement dans cette cité, le boulot d'animateur, il a vite évolué. Mes missions, elles dépassaient le lundi et le vendredi, elles dépassaient 7h30 du matin et 18h. Et je pense que c'est les années de ma vie où je me suis sentie le plus utile. J'ai jamais été aussi utile que quand je travaillais avec ces jeunes-là. Je sais que certains d'entre eux aujourd'hui, ben, il y en a qui sont, je pense à deux petites qui sont, enfin je dis petites, c'est horrible de dire ça, à deux jeunes filles qui sont aujourd'hui mamans, à d'autres voilà, qui sont dans leurs études sup, certains se sont mariés, certaines se sont mariées. Euh, et donc, je sais que leurs parents et même certains d'entre eux écoutent ce podcast, donc j'en profite pour vous faire des très big gros bisous. Voilà, donc ça a été les périodes de ma vie où je me suis sentie la plus utile. Et en fait, ça répond à un truc tout bête quand on dit, mais en fait, on sait pas ce qui se passe derrière notre porte, quoi. C'est vrai que souvent, et c'est normal, hein, et il faut qu'on continue comme ça aussi, je pense, on est, euh, on est choqué et tout quand on voit des choses qui se passent dans le monde. Donc là, je vais même pas aller jusqu'à parler de guerre, etc. Mais voilà, on voit parfois de la misère à travers les réseaux sociaux et tout, et ça se passe dans telle ville, dans tel pays et tout et tout. Et en fait, on se questionne pas, je pense, et on peut pas s'imaginer que parfois, genre, ton voisin de palier, ta voisine de palier, elle est en train de vivre la même chose. Je vais vous raconter directement une anecdote. Une anecdote, je vous jure, elle arrive encore à m'émouvoir toutes ces années après. Alors, j'ai travaillé dans différentes structures, dans différentes écoles. Et sur mes dernières années, en fait, on va dire les 2, 3 dernières années, donc j'ai emménagé, je suis revenue du 95 au 92 en département. Et donc j'ai eu un appartement, un T3 en HLM, je vous précise tout ça, juste à côté de l'école où je travaillais. Donc forcément, dans l'immeuble, il y avait des enfants et tout que moi j'avais à l'école. Et donc l'immeuble il était fait comme ça, de toute façon il n'y avait que des T3. C'était un petit immeuble et c'était que des T3, donc 2 chambres. Et un jour à l'école, dans la récréation, donc un des petits qui était mon voisin, il vient me voir. Et il me dit ouais et tout, ah Sarah et tout, tu sais que je suis ton voisin et tout et tout. Puis j'avais aperçu ses parents, je lui dis oh oui, j'ai remarqué et tout et tout. Il me dit ouais, ah là là, tu sais que t'as trop de la chance, t'habites toute seule, t'as un mari, t'as des enfants. Et puis j'avais pas de mari, j'avais pas d'enfants. Je lui dis non, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfants et tout. Il me dit mais t'as vraiment trop de la chance, ça veut dire que toi t'as 2 chambres que pour toi. Et je lui dis oui. Il me dit ben tu sais, nous, je crois qu'ils étaient 5 si je dis pas de bêtises, 4 ou 5. Il disait ben nous, on est obligé de faire une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles, et mes parents ils dorment dans le salon. Il commence à me raconter ça et en fait il m'explique que c'est compliqué. Il est heureux mais il m'explique que c'est compliqué. À ce moment-là le petit il est en CM2, hein. Il m'explique que c'est compliqué, il me dit ouais,
Mes parents, ils essayent de déménager, mais on nous donne pas d'autres appartements. Je sais pas, ils me parlent de problèmes, je sais pas si c'est d'humidité, d'isolation, je sais pas trop. En tout cas, il y a un problème avec l'appartement. Et ils m'expliquent que voilà, mais papa, il a fabriqué dans le salon, il a mis des espèces de paravents pour qu'ici on puisse faire les devoirs, parce qu'il avait quand même deux de ses grandes sœurs qui étaient dans un cursus d'études supérieures et tout. Et en fait, tu te dis waouh. Et ça, c'est pas le pire. Mais en fait, le simple fait de te dire que l'enfant là, il en a conscience. Carrément, il est venu se comparer à toi que c'est injuste, Sarah. Tu sais, t'as ton T3 toute seule et nous, on est 5, 5 sans les parents, j'entends. On est 5 dans le même appartement, quoi. Et je me rappelle, c'était ouf pour moi. En fait, moi, j'avais déjà conscience de tout ça. J'avais déjà conscience de tout ça, mais je me suis dit, on a passé un cap. Si maintenant les enfants, ils s'en rendent compte qu'il y a un problème, comment on va faire? Comment on va faire? Comment est-ce qu'on règle ça? Et il faut savoir que en parallèle, genre j'étais pas en mode oh non, il faut que je rende l'appart, il a raison, je vais aller vivre dans un petit studio parce que je suis toute seule. Pas du tout. De toute façon, quelques mois après, je me suis mariée et ça a été notre premier appartement, mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile et en fait, il faut savoir que c'est des choses, cette inégalité que finalement on vit comme des injustices à laquelle on est confronté depuis qu'on est tout petit. Et en fait, ce qui m'a rendue, je pense, super triste et révoltée, et qui fait que je ne supporte aucune réflexion de part de personnes qui ne savent pas ce que c'est en fait, c'est qu'en fait je vois qu'il n'y a pas eu d'évolution entre moi petite, puis ces petits que j'ai eu à l'école, puis ces ados que j'ai eu au local des jeunes, puis ces adultes que je vois aujourd'hui au quartier. Et je me dis en fait, il n'y a pas eu d'évolution, peut-être même que ça s'est détérioré. Je vais encore donner des exemples concrets. Donc moi j'ai été une enfant du centre de loisirs. C'est-à-dire que mes parents, avec leurs horaires de travail et tout, ils n'avaient pas le choix. On venait d'arriver en région parisienne. Et moi, j'allais à l'accueil du matin à 7h30, je mangeais à la cantine et le soir, j'allais encore à l'étude. Et le mercredi et les vacances scolaires, j'allais au centre de loisirs. Et c'était comme ça, en fait. J'ai passé de très bons moments au centre de loisirs, d'ailleurs. Mais on n'avait pas les mêmes sorties que les autres enfants. À l'école, on faisait pas les mêmes activités sportives que les mêmes enfants, que les autres enfants, pardon, de la même ville, en fait. C'est ça qui est dingue. Alors, infrastructure de proximité ou pas, ça s'entend, why not? Mais il y a des écoles qui, par exemple, pouvaient prendre le bus, avoir des tickets de bus pour aller dans un parc où il y avait un centre équestre et faire de l'équitation. Nous, on nous proposait même pas. Nous, on nous proposait même pas. Euh, comment dire, les budgets n'étaient pas les mêmes, les activités n'étaient pas les mêmes, euh, les locaux n'étaient pas les mêmes. En fait, on a toujours vu cette différence. Et en fait, je vous mens pas, quand j'étais petite, contrairement aux enfants d'aujourd'hui qui sont conscients, je le ressentais pas. Moi, j'étais trop contente. C'est pas grave. Nous, on pouvait pas aller en sortie. On allait au parc de proximité. On faisait une balle aux prisonniers. Mais on créait des souvenirs de dingue et on était super contents. Mais en fait, quand tu passes de l'autre côté, donc après, pendant un long temps, donc j'ai été accompagnante et encadrante. Et c'était horrible parce que moi j'étais amenée à travailler dans différentes écoles, des écoles qui parfois sont à moins d'1 kilomètre, et c'était pas la même chose. C'était pas les mêmes sorties. Pendant qu'on allait emmener telle école faire ceci, l'autre école, elle allait faire cela. Quand il y avait un souci, moi je sais pas, d'insalubrité, de travaux, de trucs à refaire, bah, l'urgence c'était de refaire l'école où finalement, je vais dire un truc de fou, mais c'était vrai, où les parents sont un peu plus exigeants. C'était ce qu'on entendait en fait. Là-bas, les parents, ils sont plus exigeants. Là-bas, il y a le fils d'eux. Là-bas, ceci. Et puis là, de toute façon, en gros, hein, ils vont pas se plaindre. C'est déjà mieux que ce qu'ils connaissent dans leur quotidien. Et, et c'est dingue. En fait, je pense que finalement, je sais pas enfin, évidemment, il faut en vouloir au système et tout, mais je sais pas si aussi on a un peu permis ça. Le fait de se contenter de peu, le fait de toujours acquiescer, le fait aussi malheureusement de ne pas avoir tout le temps une structure familiale solide derrière, des parents. En fait, les parents, ils jouaient le rôle de l'école, c'est l'autorité en fait. Moi, quand je mets mon enfant à l'école, quoi qu'il arrive, le prof, il a raison, l'école, elle a raison, les adultes qui y travaillent, ils ont raison, et ce qu'ils te donnent, c'est déjà bien, parce que moi, je peux pas t'offrir autant. Et effectivement, c'est déjà bien, on peut pas cracher dans la soupe et dire « Attends, on emmène ton enfant à la piscine, t'es pas content ?» Mais c'est toujours, encore une fois, cette histoire de différence. Cette histoire de différence, parce qu'on parle d'enfants du même âge, sur le même cursus, CP contre CP, CM2 contre CM2, CE2 contre CE2, et avec juste quelques murs et bâtiments différents, quoi.
Et donc voilà en fait pourquoi est-ce que je fais ce podcast, parce que j'ai envie de vous dire que on ne crée pas d'inégalités. On en crée, voilà, mais les inégalités sociales comme ça, on est dedans. La plupart du temps, on est dedans. Alors, soit on est dans la cité ou dans un endroit minoritaire et ça perdure, soit on l'intègre, soit on se fait rattraper par la couleur de peau, soit on se fait rattraper par l'origine, soit on se fait rattraper par la religion, et qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et c'est pas du tout un discours, un discours de victimisation. En fait, c'est un discours de lucidité. Il faut savoir ce qui se passe, savoir comment ça se passe, pour peut-être tenter de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. Parce que si on reste dans sa posture de non, il n'y a rien, c'est pas vrai, c'est dans la tête, non, moi je suis pas une victime, on n'avance pas. En fait, c'est pas une histoire de victime, c'est une histoire aussi de compréhension de la situation. Voilà ce qui se passe. Là, ce sont des faits que je vous rapporte et on peut les colporter sur toutes les villes de France, dans tous les départements de France. C'est comme ça que ça se passe. On ne met pas les mêmes moyens dans les quartiers que dans les zones prioritaires, dans les zones un peu plus... T'as compris, je vais pas dire les mots. T'as compris, me fais pas dire le mot. Et voilà. Et donc, si je fais aussi ce podcast, c'est pour, encore une fois, faire un travail d'éveil de conscience. C'est aussi une manière aussi de se rendre compte que on a le droit de choisir autre chose, même si c'est difficile. Et en fait, je trouve que ce discours, il est super culpabilisant, parce que... donc, je ferai un podcast d'ailleurs sur ça. Moi, vous savez, j'ai déménagé d'urgence il y a un peu plus de 2 ans, parce que j'étais victime d'un harcèlement sévère par un voisin malade. Ça a été une période noire de ma vie. Donc, je ferai un podcast pour vous parler de ça. Et donc j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir un appartement entre guillemets rapidement, mais j'ai pas choisi. Du coup, vu que j'étais dans l'urgence, quand on m'a proposé un appartement, voilà, par exemple, je dis ça parce que aujourd'hui financièrement, j'aurais pu me permettre d'être un peu plus regardante sur sur l'appartement. J'ai pas de balcon, j'ai pas de chauffage qui fonctionne, donc j'ai des chauffages d'appoint. Ok, j'ai gagné en superficie, mais j'ai pas le nombre de chambres que je voulais. Bref, je dis pas ça pour faire la fille qui se plaint, je vous dis juste que en fait, j'étais dans l'urgence, donc j'ai pris ce qu'on m'a donné. Pour vous dire, c'était un appartement qui n'avait pas été loué depuis 2019, donc on a fait les travaux qu'on a fait, et on a pris cet appartement. Moi, j'ai eu cette chance-là. Les circonstances de la vie, donc cet harcèlement que je vivais, a fait que j'ai pu avoir l'opportunité de déménager rapidement. Donc voilà, avec les courriers qu'il fallait, j'ai écrit à diverses personnes, etc. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et on est obligé aujourd'hui d'assumer, que c'est très difficile. Alors je sais pas où vous vous trouvez en France, ceux et celles qui m'écoutent, où vous vous trouvez dans le monde, parce que j'ai découvert que des gens m'écoutent du Brésil, d'Afrique du Sud et du Sénégal, et du Maroc et d'Algérie, donc je vous fais des gros bisous. Mais ici en France, donc le logement c'est compliqué, mais en fait c'est pas super compliqué partout en France. C'est super compliqué dans les grandes villes. Donc là je prends l'exemple de Paris et sa banlieue, c'est très très difficile. Les gens veulent tous avoir un HLM, parce qu'un HLM, c'est entre guillemets soi-disant plus abordable logement social. Je vous dis soi-disant parce que moi, là, donc j'ai bénéficié d'un HLM, donc j'ai un T3, et le loyer, c'est 1 000 euros, sans les charges. C'est comme ça, vous avez une idée. Sans balcon, sans radiateur qui fonctionne. Et, et effectivement, donc c'est super difficile d'avoir un appartement, parce qu'aujourd'hui, pour moi c'est excessif, on te demande un tas de documents, etc. Est-ce que tu peux t'assurer que tu peux payer? Mais est-ce que tu peux avoir un garant qui peut s'assurer qu'il peut payer? Est-ce que tu peux avoir un garant qui peut s'assurer qu'il peut payer? Donc c'est super difficile finalement. Forcément, les loyers dans les zones un peu dites sensibles, ils sont plus abordables. Forcément les appartements, donc là-bas il y a beaucoup plus de logements sociaux, ils sont plus pratiques. Généralement voilà, c'est des immeubles qui sont construits depuis super longtemps, il y a encore du gaz, donc c'est un peu moins cher sur la facture, bon, bien qu'aujourd'hui ça se voit un petit peu, enfin voilà, c'est plus simple. Et on va pas se mentir, je vais dire un truc de ouf, quand je dis on, je parle pas de moi, mais il y en a qui ont pas envie de voir tous les noirs et les rebeux du coin débarquer dans les quartiers UP. Et je dis ça, genre c'est cru comme je le dis, mais c'est une vérité. Là, on fait un parallèle avec la difficulté à trouver des appartements. Je pense que vous allez être plus d'un, plus de deux, plus de 10
à confirmer, il y a encore beaucoup de délits faciès pour les appartements. Alors là, je ne parle pas spécialement d'HLM parce que j'ai pas d'exemple en tête. Moi, je sais que quand je cherchais mon premier appartement, donc j'étais dans le privé avant d'avoir donc cet appart que je vous raconte avec le petit qui avait fait la comparaison. Ça a été super difficile en fait. Ça a été super difficile. Mon dossier il était retenu quand je rencontrais le propriétaire qu'on visitait l'appartement. Moi, on m'a déjà demandé plus de 3-4 fois c'est quoi votre origine. Ah, est-ce que vous êtes musulmane? Je portais pas de turban, je portais pas de foulard, etc. Et tout était bon, j'étais fonctionnaire, j'avais des fiches de paye, j'avais les revenus qu'il fallait par rapport au loyer qu'on me demandait et tout. Mais ça passait pas en fait. Ce sont des choses qui existent et ce sont pas des choses qui existent un peu. Là, j'ai pas envie qu'on me dise non, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, c'est la forêt. C'est l'Amazonie, ça en fait. Ça existe. Et donc en fait, c'est compliqué parce que je disais, moi j'ai eu la chance, avec mon mari, on a eu la chance de pouvoir quitter la cité pour venir dans un quartier un peu moins sensible, voilà. Mais c'est la chance de combien de personnes? Moi, ces enfants que j'ai eus à l'école, ils n'ont pas tous des parents qui ne travaillent pas. Il y en a, ils ont des papas, mamans qui travaillent, qui ont parfois des postes intéressants, qui font un très bon métier, mais ils n'arrivent pas à déménager. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est un truc de dingue. Tu déménages pas comme ça. Et puis s'il se peut en plus que c'est une famille, je sais pas moi, qui a 3-4 enfants, bah vas-y, t'as envie d'avoir au moins 3 chambres, quoi, tu vois. C'est encore plus compliqué, c'est des loyers astronomiques. Soit le problème c'est que le loyer est astronomique, soit le problème c'est qu'on te donne pas parce que t'as pas les documents qu'il faut, soit t'as envie de passer par le privé et c'est au petit bonheur la chance. Au petit bonheur la chance, ta couleur de peau, etc. Donc vraiment, c'est difficile. Voilà pourquoi aussi ça se règle pas. Moi, je pense que la localisation, là où on vit, là où on décide de s'installer, ça joue beaucoup. Alors oui, il y a l'autre option, vous allez me dire, ouais, dans ces cas-là, tu peux grandir à la cité, vivre à la cité, continuer d'être dans des quartiers sensibles et scolariser tes enfants dans des écoles privées. Est-ce que vous connaissez le prix des écoles privées? Encore une fois, les quartiers populaires comme ça à la base, généralement, bon ça arrive, hein, mais c'est pas des chirurgiens qui y vivent. Et c'est ok, hein. Moi je pense pas qu'il y ait de métiers en dessous des autres, mais c'est pas des gens qui gagnent des milliers des cents. Comment est-ce que tu fais ça? C'est aussi une population, c'est une population qui est issue de l'immigration à un certain moment dans leur génération. Moi par exemple, je le précise, moi je suis pas issue de l'immigration, mes 2 parents sont nés en France, mais leurs parents à eux ils sont nés en Algérie. Et donc, quand mes grands-parents maternels y sont arrivés, ou quand mes grands-parents paternels y sont venus, et en plus ils sont repartis en Algérie, ils sont restés le temps de la naissance de certains de leurs enfants, je crois, on les a pas fait arriver Paris 16e. Ils sont venus, je vous raconte pas l'histoire, il y avait un intérêt. Les tafs qu'ils faisaient, c'était pour servir les intérêts d'eux. Et donc voilà. Donc déjà, quand t'arrives, tu t'installes... Il faudrait qu'on fasse un podcast sur l'histoire des bidonvilles de Nanterre, je la trouve... très importante cette histoire. Mais voilà, donc t'as compris. Donc déjà quand t'arrives c'est comme ça. Et puis tu t'imagines que le monde il évolue, la vie elle évolue, tout évolue, mais toi t'évolues pas. Toi t'évolues pas. Tes enfants, ils sont destinés à rester parqués dans des banlieues, que tu le veuilles ou pas. Que tu peux ne pas le vouloir, mais tu ne peux pas faire autrement. Là tout de suite c'est compliqué, tu peux pas faire autrement. Il y a déjà, on a dit donc le problème de pouvoir déménager, parce que c'est super compliqué aujourd'hui de déménager, et il y a le problème des revenus. C'est aussi, comme je disais, ce que je me suis coupée pour parler des bidonvilles, c'est une population qui gagne, qui a beaucoup de revenus sociaux, tu vois. Donc ça aussi c'est quelque chose, c'est intéressant, c'est bien, parce que ça aide beaucoup de familles et tout, mais voilà, on s'en sort comment? Je donne un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois en story, il me semble, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. En fait, je sais pas pourquoi ça m'a marqué parce que j'étais pareil en vrai. Mais pareil, quand je travaillais du coup avec ces enfants, ces jeunes-là, certains d'entre eux, ils ont découvert la Tour Eiffel, mais super tard, alors qu'elle était à 20 minutes en métro. Et je dis ça, c'est un exemple lambda, genre ouais, mais on s'en fiche de la Tour Eiffel. Bien sûr, on s'en fiche de la Tour Eiffel. Mais genre pour ces enfants-là, genre quand ils travaillaient à l'école, quand ils voyaient la Tour Eiffel dans les livres et tout, c'était un voyage si on voulait aller voir la Tour Eiffel. Et c'est pas grave, c'est ok, ça les a pas rendus plus bêtes ou plus malheureux, mais c'est pour expliquer culturellement, ou même par rapport à encore une fois, la structure familiale, les moyens, etc. Il n'y avait pas de sortie le week-end pour aller ailleurs qu'en bas de l'immeuble. T'imagines ? Tu vis dans ces immeubles, tu squattes en bas de l'immeuble, dans le petit square qui est en bas. Et puis c'est aussi comme ça qu'il y a des travers et des biais qui s'installent. L'influence, elle est plus rapide. De toute façon, tu connais que ces 4 murs, tu connais que cette boulangerie, tu connais que cette pharmacie, tu connais que ce supermarché, tu connais que ce marché. Et c'est ouf ce que je dis, mais c'est vrai.
T'as l'impression qu'en fait c'est un pays. Ta cité, c'est pas que ta cité. Tu sais qu'elle appartient à une ville, tu connais le nom de la ville, tu t'attaches un petit peu au nom de la ville, mais voilà, ta cité, c'est un pays. Il y a un grand de la cité qui est le chef du quartier où t'es, et pour lui, c'est lui le maire, tu vois. Pour les petits aussi, c'est lui le maire. Et en fait, c'est quelque chose qu'on devrait briser, mais c'est trop difficile. Parce que c'est pas genre juste de l'ordre de l'idée. Même si tu as envie de briser ces barrières, il y a trop de moyens qui viennent derrière, qui sont pas forcément du ressort des parents, qui sont pas forcément du ressort du foyer. Et voilà. Donc les inégalités, elles existent. Et j'insiste vraiment, c'est pas nous qui les créons. Moi, je me sens moins concernée que ces familles par les inégalités parce que j'ai travaillé, parce que j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu des opportunités qui ont fait que j'ai fait tel ou tel métier, que moi j'ai réussi à quitter la cité. Mais à la base, quand je devais déménager d'urgence, les loyers qui nous convenaient et tout, j'allais pas aller dans les quartiers UP. Hein. J'allais vraiment pas aller dans les quartiers UP. Parce que même si on se met la pression aujourd'hui en se disant encore une fois, ouais, je vais travailler dur parce que mes enfants, je parle pour les plus jeunes que moi et tout, parce que mes enfants, si j'ai envie d'en avoir, je veux pas qu'ils grandissent là. C'est une chose, c'est bien, c'est une motivation et tout. Mais il y a toujours cette partie de... Bah, en fait, on la contrôle pas. Et je vais au-delà de la foi, évidemment, parce que c'est... Moi qui suis croyante, je remets mon destin entre les mains de Dieu une fois que j'ai fait toutes les causes nécessaires. Mais la société dans laquelle on vit, elle rend ça compliqué. Et ça va être de plus en plus compliqué. Les loyers n'arrêtent pas d'augmenter. Les immeubles, ils n'arrêtent pas de pousser, on dirait des arbres. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un peu une exode rurale. Moi, je prends l'exemple des cités qu'il y a autour de moi. On fait des nouvelles constructions. Les loyers, ils augmentent petit à petit. Et l'idée, c'est quoi? C'est de chasser, de toujours chasser, de faire reculer ceux qui n'ont pas les moyens. Donc en fait, bientôt, ils vont pouvoir déménager parce que ce qui était une banlieue, une cité populaire avant, va se upéiser. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Tu vois? Et c'est ouf. En fait, c'est juste ouf. C'est vraiment... Je sais pas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, dans lequel je mets beaucoup d'énergie, même si par exemple c'est pas des choses, j'en parle de temps en temps sur les réseaux, mais pas que, j'essaye d'œuvrer à côté, de voir quand quelqu'un me demande de l'aide, qu'est-ce que je peux faire et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que si je vous raconte, enfin l'idée c'est pas de vous faire pleurer, et de toute façon je vais faire un podcast avec une amie qui est une de mes anciennes collègues dans les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, qui va apporter encore une autre vision parce elle a encore une autre fonction, mais je revois une scène qui me... Waouh. C'est là où je vous dis, on ne sait pas ce qui se passe derrière nos portes. J'ai travaillé dans une école, donc dans un autre quartier dit sensible, et j'y ai travaillé quand même 2 ans. Et il y avait une fratrie de 3, ils étaient adorables, hein, super énergiques et tout, adorables, mais il y avait un problème toujours au moment de la cantine, genre ils mangeaient, genre c'était flippant de voir un enfant manger comme ça. Vraiment, hein. C'était super flippant de voir mon enfant manger comme ça, parce que, genre, ils rentraient au premier service, ils restaient à tous les services, ils attendaient désespérément que la dame de cantine, elle propose du rab, par exemple. Parfois, il n'y en avait pas, parce qu'il faut savoir aussi que ça aussi, c'est rationnel. Comment on dit? Il y a des rations, quoi. Pardon. Et en fait, ils faisaient des trucs de ouf, hein. Genre... à la fin, quand tous les enfants ils allaient poser leur plateau, ils allaient voir ce qui restait sur les plateaux, même dans les assiettes, tu sais, vous savez, on les faisait débarrasser, ben, ils décalaient les déchets, ça prenait les pâtes qui restaient, ça prenait un bout de fruit qui restait, les pains qui restaient, les desserts qui n'étaient pas finis, vraiment à ce point. Et ils étaient comme ça, les 3 en vrai. Et c'est vrai que le premier réflexe peut-être de l'adulte quand tu vois ça, c'est de lui dire non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, ça se fait pas et tout et tout. Et moi j'essayais de parler avec eux parce que je trouvais ça ouf, c'était vraiment tous les jours, et même quand le plat c'était un truc, c'est là où aussi tu vois que quand t'es dans la misère t'aimes tout, et je vous jure j'ai envie de chialer. Même des plats des fois ils étaient douteux, je vous mens pas, parce que la nourriture de la cantine, voilà, il y avait des trucs mais ni l'adulte ni l'enfant n'a réussi à goûter, et eux ils finissaient quand même leur assiette et tout. En fait, on discutait beaucoup. Ils étaient là très tôt le matin parce que leurs parents, ils allaient travailler très 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 tôt. Donc ils venaient à 7h30. Et moi, je commençais à 7h30 souvent. Et je discutais avec eux. Vous avez mangé quoi hier, les enfants et tout? Et en fait, quand ils rentraient, la maman, elle repartait travailler. Elle avait un autre boulot le soir. Et donc c'était la plus grande de la fratrie qui était jeune, qui prenait le relais. Et elle me disait des trucs de fou. Bah, hier, j'ai donné de l'eau chaude et du pain. Hier, on a mangé... c'était la fête, genre on a mangé des frites
Et celle qui faisait cuire donc dans l'huile et tout et tout. Hein. On a mangé des frites. Hier, on a mangé du lait et un bout de brioche. Et vous avez mangé quoi le matin au petit déjeuner? On n'a pas mangé de petit déjeuner, il n'y en avait plus. Et attention, de toute façon, je garde l'anonymat et tout et tout. Mais je dis même pas ça pour blâmer les parents. Forcément, nous, on est là, on se dit, mais ils faisaient vraiment du mieux qu'ils puissent, en fait. C'était compliqué. Ils n'allaient pas inventer de l'argent qu'ils n'avaient pas, inventer des courses qu'ils n'avaient pas. Et voilà, et c'était comme ils pouvaient. Mais là où c'est difficile, c'est qu'inégalité dans l'inégalité. On est déjà dans un quartier dit sensible, avec une population pas riche, la classe moyenne, voire la classe pauvre, surtout beaucoup de personnes de la classe pauvre, et même au sein des enfants de cette même école, il y avait déjà des inégalités. Ils n'avaient pas accès à la nourriture de la même manière, ils ne mangeaient pas pareil, ils n'avaient pas le même confort que ceux qui étaient déjà parfois dans un confort moyen. Est-ce que vous vous rendez compte? Après, c'est comme ça, hein, l'échelle sociale, pas l'échelle sociale. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que je vous promets, ils n'avaient pas l'air malheureux. Et quand je leur disais, mais ça va, et tout, donc forcément, je peux le dire maintenant que j'y travaille plus, moi je sortais de mes missions trop de fois, et quand je ramenais des trucs, je leur mettais dans le sac à dos, tenez ça pour demain le petit déjeuner, et tout, et finalement, moi je voulais pas que les parents sachent que j'avais peur, que tu sais, ils me mettent un bâche en mode, elle fait quoi celle-là? Et bon, finalement, entre guillemets, c'est devenu notre secret. Ils avaient compris les parents, ça leur posait pas de problème, moi ça me dérangeait pas du tout, mais c'est vrai que c'est difficile, et encore une fois, je vous dis pas ça pour dire « Oh, regardez les pauvres enfants dans le banlieue » ou « Oh, regardez Sarah et son altruisme », pas du tout, parce que je sais que ça, ce que j'ai fait, 100% des autres êtres humains, j'ose imaginer, j'ose espérer, l'auraient fait aussi, mais en fait, c'est encore une fois, qu'est-ce qui se passe derrière ta porte? Mais alors oui, moi je suis super touchée quand je vois des cagnottes qui tournent, des histoires qui tournent, et quand je peux, quand j'ai les moyens, quand j'ai envie, j'essaye d'aider, que ce soit financièrement ou si j'ai une adresse à donner ou quoi. Mais en fait, quand je sais que dans mon immeuble, vas-y, on va même pas sortir de mon immeuble, dans mon immeuble, il y a des personnes qui sont déjà dans une difficulté et je peux leur apporter, la vérité, j'ai envie de leur apporter. J'ai envie de leur apporter d'abord à eux. Et j'ai tort, j'ai raison, je sais pas, mais c'est comme ça que je vois le truc. Donc voilà, en tout cas, je veux vraiment vous parler de ça parce que quand je vous dis c'est les années où je me suis sentie le plus utile, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça. Et je parle même pas encore des problèmes dans le foyer. Tu vois, les parents défaillants, les parents démissionnaires, ça existe. Ça existe. Hein. Vous savez que ça existe. Et là, ça existe dans tous les milieux, hein. C'est pas propre au quartier populaire, ça existe dans tous les milieux, mais du coup, c'est un combo de choc. Parents défaillants, supplément cité, supplément moyen très faible, supplément A8 dans un T3, supplément... voilà, t'as compris? C'est encore plus difficile. Et je repense au podcast que j'ai fait avec le jeune homme sur justement le fait de grandir dans une cité et d'avoir sombré dans certains travers. Et on avait cité Kerry James, et voilà. Bien sûr qu'on n'est pas condamné à l'échec, je le répète, bien sûr qu'on n'est pas condamné à l'échec. Mais en fait, c'est pas un discours de mytho quand on dit on en fait 2 fois plus que les autres, on en fait 3 fois plus que les autres. C'est la réalité en fait. J'ai envie que les personnes qui connaissent pas ce milieu, vous vous rendez compte de ça. Et non, moi ça me rend ouf quand il y a un enfant qui glisse, un enfant qui fait une bêtise, ouais, c'est de la faute des parents. Mais est-ce que, je vais être très dark dans mes propos, est-ce que quand un jeune homme ou une jeune fille, vas-y, je vais prendre l'exemple du jeune homme, on va parler du jeune homme délinquant dans une banlieue, bien qu'il y ait des délinquants partout, et on va parler du jeune homme qui a des problèmes dans un quartier aisé. Est-ce que quand l'enfant, il se décide d'agresser sexuellement une jeune fille, on dit c'est de la faute des parents? En fait, non. Bien évidemment, dans beaucoup de choses, il y a de la responsabilité de l'éducation, la responsabilité de la surveillance des parents, du regard des parents, si on veut. Mais non, en fait. Pour moi, dans certains cas, la responsabilité de la société, elle est 4 fois plus grande que celle des parents. Et dans beaucoup de cas, la responsabilité de la société, elle est 4 fois plus grande que celle des parents. En fait, on ne peut pas parler, on ne peut pas être expert dans un truc qu'on n'a pas vécu. Moi, j'y crois pas. Là, on n'est pas en train de parler de sciences, de mathématiques, on n'est pas en train de parler de comptabilité, de marketing, on est en train de parler de vie, on est en train de parler de la vie, on est en train de parler de la vraie vie. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Je vais vriller sur un autre sujet, direct, parce que du coup, c'est ce que ça m'inspire, quand on parle de haine anti-flic. Cela nourrit la haine anti-flic. Alors, c'est pas une histoire de haine anti-flic. Il faut être honnête, bien sûr que la police est là une utilité, et le jeune homme
que j'ai reçu dans le podcast, il vous l'a expliqué. Bien sûr, on sait sur le papier, on sait que la police elle a une utilité et évidemment, on sait que sur 100 policiers, il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont pas la volonté de nuire. Et on sait que cette tension entre les jeunes de cité et les policiers, en fait, c'est une tension genre, ils s'aiment pas mutuellement. On le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Mais après, il faut se questionner. Est-ce qu'on est fou d'avoir peur d'appeler la police? On n'est pas fou en fait. Comment est-ce qu'on en arrive à là? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec la justice, mes frères et sœurs non plus. Dieu merci, on n'a pas ces soucis-là. On n'a jamais eu de problème avec la justice. Mais combien de fois j'ai vu de petits de même pas 12 ans se faire soulever par la police et tu dois intervenir? Alors oui, peut-être qu'ils étaient provocateurs et tout, mais ils ont 12 ans. En fait, t'installes un climat de terreur, t'installes un climat inégalitaire. Parce que le petit qui habite ici avec sa tête, t'as compris. Et le petit qui habite là-bas avec sa tête, ils vont pas avoir le même traitement. Rappel à l'ordre contre balayette. Insulte contre ton ferme. C'est une réalité, on ne se victimise pas, c'est des choses, j'ai 30 ans, c'est des choses qui existaient déjà quand j'étais jeune. Des gens de mon quartier qui ont 50 ans, c'est des choses qui existaient déjà quand ils étaient jeunes, et c'est comme ça. Donc en fait, là, je dis ça juste parce que je sais que c'est des choses dont on parle dans les débats publics, c'est pas nouveau, hein. Juste aujourd'hui, on est passé de l'état d'enfant à adulte, donc on en parle, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a des noms, il y a des chiffres. Moi, il faudrait qu'on arrête de me dire, oh non, oulala, je vais faire un parallèle de ouf. Ouais, je vais parler du petit Naël, paix à son âme. Moi, j'ai sorti de ma vie toutes les personnes, je rigole pas, et donc, comme ça c'est clair, j'ai sorti de ma vie toutes les personnes qui m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait à conduire sans permis? Toutes les personnes qui m'ont donné ça comme justification, ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait? Pour moi, elles sont capables de me tuer. Je vais très loin, mais pour moi, elles sont capables de me tuer. Parce que si t'expliques que... Alors, il a commis un délit, effectivement. S'il se fait arrêter par la police et qu'il conduit sans permis, etc., il doit se prendre une amende, une grosse amende s'il faut, on immobilise le véhicule, ce que vous voulez, mais il ne doit pas mourir. Et encore moins mourir tué avec une balle. Hein. Genre, ils ont même pas pu faire le mytho de « Oh non, du coup, il roulait sans permis, il a roulé vite, il est rentré dans ma voiture. » Non, en fait, toutes les personnes dotées d'intelligence, dotées d'un cerveau, on peut donner ça. Est-ce qu'il a fait des bêtises dans sa vie ou pas? C'est pas mon problème. Même s'il doit payer pour les bêtises qu'il a fait dans sa vie, on est dans un pays quand même où il y a une justice, où il y a une police, où il y a un tribunal. Il y a d'autres moyens de faire payer quelqu'un que de le tuer. On est en train de parler d'un jeune homme qui n'était même pas majeur. Et je donne cet exemple-là. Il y a quelques jours, j'ai d'autres exemples. Bon, on va faire un autre podcast sur ce sujet parce que c'est pas le sujet précis là. Mais encore une fois, c'est une histoire d'inégalité et d'injustice. Tous les citoyens de ce pays ne sont pas traités pareil. C'est pas nouveau. Mais on est tous régis à la même loi. Mais on ne fait pas appliquer la loi de la même manière. Et c'est dingue parce que je déteste les discours qui sont faits pour diviser. Je déteste les discours qui sont faits pour diviser. Mais en fait, on est forcé de constater. On est forcé de constater que ce qui sauve aussi, c'est de l'assumer. On est obligé de l'assumer. On n'est pas traité de la même manière. Il y a les citoyens et les citoyens de seconde zone. Et en fait, ce podcast-là, je serais contente si des personnes qui ont conscience de ça, qui ont vécu ça, l'écoutent et sont d'accord. Mais le plus beau cadeau pour moi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu-là. Il l'écoute et il apprenne des choses. Et il arrête de se dire « Oh là là, ce discours de victime, c'est pas un discours de victime, c'est un discours très terre à terre. On vous dit juste ce qu'on vit, comment ça se passe. » C'est comme ça que ça se passe et voilà quoi. Je sais pas comment ça se passe, mais dans certaines villes, il y a des trucs qui s'appellent les quartiers nord. Tu vois? Et genre la scission nord-sud, genre... Je parle pas de Marseille, hein, je parle de villes en Île-de-France où genre t'as les quartiers nord, ça veut dire c'est chaud. Et les quartiers sud, ça veut dire c'est bien. C'est ouf quand même. Et donc, dans une même ville, t'as des gens des quartiers sud qui n'ont jamais été dans les quartiers nord. Parce qu'ils ont l'impression que quand t'arrives, il y a des gens qui t'attendent avec des armes, qui te jettent des cailloux. Et t'as les gens du quartier nord qui n'ont jamais été dans le quartier sud. Parce qu'ils ont l'impression, mais on peut pas y entrer et tout, on a le droit. Mais c'est ouf. Et en fait, ça, c'est mis en place. C'est du parquage, c'est des ghettos qui sont fabriqués. Parce qu'en fait, on te conditionne dès ton berceau à être ce citoyen de seconde zone. Et ensuite, quand t'es le chef d'un pays, quand t'es une assemblée, quand t'es un ministre, quand tu fais la loi, quand t'es le Sénat, la plupart des lois que tu fais,
qui font parler, c'est des lois qui viennent encore plus stigmatiser ceux qui sont dans ces quartiers-là. On te fait pas une loi pour te dire à partir d'aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai pas d'exemple là tout de suite. Enfin bref, on te fait pas une loi. Il y a des lois pour tous les citoyens français, mais une loi stigmatisante qui va t'enlever encore plus. Voilà, par exemple, sur les aides sociales. On ne te fait pas une loi pour te dire, oui, à partir d'aujourd'hui, ceux qui gagnent tant par mois, tant par année, du coup, vous n'allez plus avoir le droit de... Non, au contraire, vous avez le droit encore plus à, tu vois. Mais ceux qui ont déjà rien, qui sont dans la misère, on leur dit, ouais, à partir de cette année, on va enlever 5 euros par mois sur telle prestation sociale que tu avais. Sans se rendre compte que 5 euros, en fait, pour certaines familles, c'est un truc de ouf. Alors, j'ai la chance, grâce à Dieu, de ne pas être à 5 euros près, mais il y a des gens qui sont à 5 euros près. Quand vous pensez aux frères et sœurs dont je vous ai parlé, qui, pour le dîner, buvaient de l'eau chaude et du pain, c'est en France, là, dans les années 2000. Hein. Et les enfants, tu les vois aller à l'école avec des cartables, habillés, tu te doutes pas qu'en fait, c'est la misère. Moi, c'est des choses qui me dépassent. C'est des choses qui me dépassent et qui me révoltent beaucoup. Et en fait, c'est ça, il faut vraiment cesser. Il faut vraiment cesser d'avoir un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est exactement comme ceux qui ont un avis sur l'islam, les islamophobes là de service, mais qui n'y connaissent rien. Qui t'affirment avec la plus grande confiance en eux que telle chose c'est ceci, c'est cela, alors qu'ils ne connaissent rien. Si elle porte le voile, c'est parce que c'est son père ou son mari qui l'a obligée, et regardez, et les femmes en Iran. Mais non, en fait, c'est chaud, c'est trop grave ce qui arrive aux femmes en Iran. On est contre, on est révoltés. Elles sont tuées parce qu'elles veulent retirer leur foulard ou quoi. Bien sûr, c'est grave. Et à une échelle encore plus petite, parce que même si on tue des enfants parce qu'ils roulent sans permis, on n'est pas encore arrivé, je pense, à tuer des femmes parce qu'elles portent un voile, mais c'est l'inverse qu'on essaye de faire en France, en fait. C'est l'inverse qu'on essaye de faire en France. Franchement, il faut prendre du recul sur toutes les situations, et moi je pense que c'est important qu'on parle d'un sujet qu'on maîtrise, qu'on connaît. Qu'on parle d'un sujet qu'on maîtrise, qu'on a vécu, et c'est pour ça que même quand je parle d'un sujet que j'ai pas vécu, alors soit je fais intervenir quelqu'un qui l'a vécu pour donner son avis, soit je parle toujours en connaissance de cause. C'est bien si tu as étudié les quartiers populaires, si tu as vécu dans un quartier populaire, si tu as vu de tes yeux, si tu as ressenti les inégalités, là tu parles. Et tu comprends que c'est pas une histoire de victimisation, c'est comme ça. Et attention, on n'est pas malheureux, ils sont pas malheureux. En fait, c'est ça. C'est qu'ils vont se rendre compte, je vous ai dit, ce qui m'inquiétait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants s'en rendent compte maintenant, mais ce qui est brutal, c'est pas de grandir dans une cité, parce que je pense, c'est les meilleures années de ma vie, mon enfance à la cité. Ce qui est brutal, c'est que tu t'en rends compte, tu te manges un pavé dans la tronche. Tu grandis, là déjà tu vas chercher ton stage de 3e, tu passes au lycée, il faut faire des trucs, c'est différent. Alors là, les études supérieures, le monde du travail, où est-ce que tu veux vivre, la fille que tu veux épouser quand t'es un garçon. Je vous jure que tout ça, ça rentre... c'est là où tu te reprends tout ça. Et bien, du coup, les choses aussi que tu connais pas. Parce qu'il y a différents codes sociaux. Voilà. Je vais couper ici. J'avais pas envie de faire un podcast super long. Surtout que j'ai encore 1 million d'anecdotes à vous raconter. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. J'espère vraiment que ceux et celles qui sont un peu fermés et durs sur la question, ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir à ça. Et encore une fois, quand je parle par exemple de misère, le fait de manger, pas manger, évidemment qu'on a conscience que ça existe dans d'autres quartiers qui ne sont pas populaires. Mais on est vraiment en train de parler en termes de concentration. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous allez écouter ce podcast. J'insiste, si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à donc vous abonner à la page du podcast, que vous l'écoutiez sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, sur Ocha, whatever. N'hésitez pas à me faire un retour et à le partager si vous le trouvez utile. Franchement, je suis super reconnaissante. Moi, j'ai fait ce podcast parce que j'aime beaucoup parler et que le format story ne me convenait plus et que j'avais plein de choses à partager. J'en étais certaine. Je m'attendais pas du tout à ces statistiques, donc je suis extrêmement reconnaissante. Merci infiniment. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me dire si vous avez envie qu'on parle de certains sujets. Sachez que ce sera avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite encore une fois une agréable journée. Bon, pour ceux et celles qui jeûnent, le café ce sera ce soir. Pour toutes les autres et pour tous les autres, une délicieuse boisson chaude qui vous attend, j'espère.
Gros bisous, à très vite. Bye bye!